Dernière partie, où cette fois on se dirige vers le sport, avec les identités et orientations sexuelles dans le sport, avec ma collègue Romaine Didier-Jean, à qui je vais laisser la parole tout simplement. Alors, pour la pratique sportive, je vais vous proposer une intervention en plusieurs temps. Tout d'abord, le côté purement scientifique. Que dit la recherche? Quels sont les travaux existants? Et puis après, regarder un petit peu sur le terrain, avant de laisser la parole à un collègue président d'une association sur Montpellier. Tout d'abord, sur le plan de la recherche, il faut savoir qu'en France, il existe très peu de travaux en lien avec le sujet de l'orientation sexuelle dans le sport. Alors on pourrait croire que ce sujet est tabou même chez les chercheurs, mais en réalité il y a d'autres sujets qui sont un peu délicats à aborder dans les sciences du sport, comme par exemple le suicide chez les sportifs, c'est une réalité mais elle est peu étudiée, les violences sexuelles chez les dirigeants, ou encore l'anorexie chez les athlètes masculins. Pourtant, tous ces sujets de recherche mériteraient qu'on s'y intéresse, tant ils sont peu abordés scientifiquement, et tant les besoins d'en parler sont importants. Alors moi, je vais vous en citer deux. Tout d'abord, les travaux d'une sociologue qui s'appelle Christine Ménesson et qui s'intéresse à ce qu'elle appelle les socialisations sexuées inversées. Alors c'est assez simple, ce sont des pratiquants qui s'investissent dans un sport qui a priori est opposé à leur orientation de genre. Elle s'intéresse essentiellement à des filles qui pratiquent des sports de garçons. Alors progressivement, elle s'est intéressée à la question de l'orientation sexuelle, essentiellement l'homosexualité et la bisexualité chez les filles. Elle a mené une étude sous forme d'observation participante pendant 2 ans, où elle a joué au basket avec des filles, donc 10 filles, et elle a publié un article en 2008 qui s'intitule « Carrière sexuelle et pratiques sportives ». Alors je ne vais pas vous donner tous les résultats de l'enquête, mais en gros, certaines joueuses indiquent, ou en tout cas expliqueraient leur homosexualité par l'influence des hommes de leur famille. Alors par exemple des cousins, des oncles, un père, avec lesquels elles ont passé beaucoup de temps. D'autres s'identifient à ce qu'elle appelle des garçons manquants devenus des garçons manqués, donc notamment des hommes qui auraient aimé avoir un fils et qui se retrouvent avec une fille, qu'ils ont tendance à faire passer pour un garçon. Et puis il y en a d'autres qui sont très féminines et qui le revendiquent et qui ne sont pas du tout gênées de montrer une féminité alors qu'elles sont homosexuelles. Voilà. De son côté, Thierry Terret, qui lui est historien du sport, s'est intéressé à la remise en question de la masculinité dans les pratiques sportives, et en particulier chez les sportifs homosexuels. Donc là, je me base sur un article qu'il a publié en 2004 et qui s'intitule « Sport et masculinité ». Alors je pense que là, le plus intéressant, c'est de vous proposer trois extraits, 3 citations de son article. Donc dans la première, Thierry Terret nous dit « La culture sportive demeure profondément homophobe, davantage même encore que la société en général, car le sport a été historiquement construit sur les bases de la masculinité hégémonique. » Deuxièmement, Thierry Terret parle des différents ajustements que les gays doivent réaliser dans un contexte sportif vis-à-vis de l'obligation de l'hétérosexualité et des normes sociales, comme quoi la norme serait d'être sportif et hétérosexuel. Troisièmement, Thierry Terret explique qu'on peut observer 2 comportements très différents chez les sportifs gays. Cacher son homosexualité et donc ressembler à un hétérosexuel dans un contexte sportif où la reconnaître signifie être exclu, stigmatisé ou fortement humilié, ou assumer son orientation homosexuelle dans une situation où l'hétérosexualité domine. Donc dans les 2 cas, voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller un petit peu plus en profondeur, je peux vous donner l'article ou le lien. Pour autant, la question de l'homosexualité, en tout cas de l'orientation et de l'identité sexuelle dans le sport, reste une question très intéressante à étudier sur le terrain, parce qu'elle est très délicate. Là aussi, beaucoup de sportifs, de dirigeants, d'entraîneurs ou encore de journalistes expliquent qu'il s'agit d'un sujet tabou. Donc quand vous les interrogez, même si vous tapez sur un moteur de recherche, l'homosexualité dans le sport, ce qui revient avant tout, c'est que c'est un sujet tabou. Et il semblerait que plus le niveau sportif est élevé, et plus il est compliqué d'aborder le sujet. De plus, c'est auprès des sportifs masculins, pratiquant des sports dits masculins, c'est-à-dire en France essentiellement foot, rugby et boxe, que les discussions semblent les plus fermées et les conséquences les plus lourdes à payer. Dans ses travaux, un sociologue qui s'appelle Eric Dunning rappelle à quel point le sport est un fief de la virilité, et donc on imagine à quel point il peut être difficile d'afficher son homosexualité quand on est un homme sportif. Alors à présent, je vous propose les résultats de 2 petites études qui ont été faites. Alors la première a été réalisée en 2015 pour le Paris Football Gay, auprès de 363 joueurs de football,
en France. Alors là, il y a trois grands résultats, pas forcément très valorisants, mais bon, l'homosexualité est un sujet tabou chez 63% des joueurs professionnels et un sujet tabou chez 74% des jeunes. Là, ce sont essentiellement des joueurs qui évoluent dans des centres de formation qui ont répondu au questionnaire. Donc la tendance n'est pas forcément la plus positive. Et il en ressort également que la principale discrimination dans le football français, c'est justement l'orientation sexuelle. Une autre étude a été menée en 2011 par la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale d'Aquitaine, qui soulève deux grandes tendances. La première, c'est que plus les hommes se qualifient de sportifs, et plus ils sont homophobes. La seconde, c'est que les sportifs qui pratiquent un sport dit masculin sont les plus négatifs à l'égard des homosexuels. Heureusement, le sport représente quand même pour certains individus un lieu de sérénité, d'expression, de libération, voire d'épanouissement. Donc certains sportifs ont le courage d'en parler et quelques-uns ont fait leur coming out, comme on dit. Donc ils expliquent leur motivation et leurs difficultés. Alors je ne vais pas vous lister tous les sportifs homosexuels connus, mais quelques cas tout de même pour vous en parler un petit peu plus, de façon plus détaillée. Alors tout d'abord Thomas Garrett, qui est un ancien capitaine de l'équipe de rugby du Pays de Galles, qui a été en fait en 2018 victime d'une attaque homophobe à Cardiff, alors qu'il avait fait quelques mois plus tôt une proposition de loi sur les comportements homophobes illégaux dans les stades anglais. Et donc il dit « J'ai été victime dans ma ville d'une attaque en raison de mon orientation sexuelle ». Un autre cas concerne cette fois-ci un joueur de football allemand qui s'appelle Thomas Hitzelsperger et qui a donné une interview dans le magazine Die Zeit où il dit « Je veux faire avancer la question de l'homosexualité dans le monde du sport professionnel. C'est seulement ces dernières années que j'ai réalisé que je préférais vivre avec un homme. En Angleterre, en Allemagne et en Italie, la question de l'homosexualité n'est pas prise au sérieux et surtout pas dans les vestiaires. » Le cas d'une femme qui s'appelle Amandine Bouchard, qui a 23 ans, qui est membre de l'équipe de France de judo, qui parle de son homosexualité en disant « C'est fatigant de le cacher. On n'est pas soi-même, on vit dans le mensonge et je déteste ça. Vous savez, on est beaucoup chez les femmes à avoir cette orientation sexuelle dans le judo. » Donc là, je pense qu'elle l'a précisé pour qu'il y ait une prise de conscience un peu collective d'une réalité cachée. Et pour finir, le premier arbitre de foot anglais, qui a révélé son homosexualité assez récemment, et qui a affirmé « Être gay n'a aucune importance quand il s'agit d'arbitrer un match de football. L'homophobie est toujours un problème, mais les choses s'améliorent tous les jours. Les gens bien dans leur peau au travail sont plus efficaces, et la même chose est vraie dans le sport professionnel. » Alors les coming out sont malheureusement bien plus rares que les chants homophobes ou les autres insultes qui passent parfois dans le milieu sportif pour des banalités. Et c'est peut-être d'ailleurs dès le plus jeune âge, dès les premiers propos qui sont a priori innocents, que devraient agir les éducateurs, les enseignants et les dirigeants sportifs. PD, enculé, tafiole, nul besoin d'avoir passé son enfance au bord du terrain pour savoir que ces insultes sont monnaie courante quand la partie bat son plein. Là, c'est une petite citation d'un article sur E89. Et donc, pour finir, je rappelle quand même que l'homophobie est une infraction pénale, c'est une discrimination qui est punie par la loi, dans la rue, mais également sur les terrains de sport, et on a tendance à l'oublier. Alors, je ne vais pas vous faire un rappel de la loi, mais juste pour vous dire que la dernière décision qui a été prise dans le monde du sport date de 2019, de l'an dernier, et elle vise à interdire les chants homophobes dans les stades. Alors, c'est un sujet qui fait débat, mais je voulais quand même finir par la citation de Roxana Maracineanu, notre ministre des Sports actuelle, qui dit « Un des principaux devoirs, c'est d'évoluer avec la société. Au même titre que le racisme a heureusement été interdit, il y a un certain nombre d'années, on doit relever et interdire de tenir des propos contre les homosexuels, même si ceux qui les tiennent ne s'en rendent pas compte. La victoire ne peut pas être uniquement associée à la masculinité et la défaite à la féminité ou à l'homosexualité. » Je vous remercie. Je donne la parole à Stéphane Constant, qui est président de l'association Chemin des Cimes, donc association LGBT+, située à Montpellier. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Tout ça me semble bien scientifique, donc je serai beaucoup moins. Désolé pour par avance. Donc j'ai préparé moi un texte, donc ça va faire un peu de lecture, mais il a été écrit avec le cœur. Je partirai d'abord de quelque chose d'assez général pour revenir et centraliser sur le sport et l'association Chemin des Cimes.
Pas d'abord une citation. Être soi-même, c'est se faire exclure par certaines personnes. Être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. Jean Serré. C'est un dilemme que les personnes LGBT doivent souvent résoudre seules. D'un côté, dire qui on est et prendre le risque d'être exclu. Pire, d'être rejeté par ce groupe avec lequel on souhaitait tant tisser des liens. Ou alors, vous pouvez porter ce costume mal taillé, que vous ajustez au fur et à mesure que le groupe vous le suggère. Vous devenez un être polymorphe, vous adaptant au gré des envies de votre public. Mais une fois ce costume enlevé, retiré le soir, personne ne verra l'être que vous êtes. Alors pourquoi c'est compliqué d'être soi-même? Pourquoi c'est compliqué d'être LGBT+, et notamment dans le sport? Je ne vais pas vous donner les détails techniques qui viennent juste d'être longuement énoncés et de façon très professionnelle. Je vais plutôt vous donner une vulgarisation que j'ai faite. C'est complètement volontaire de ma part. Le monde du sport est machiste, rude, fondé sur un esprit de compétition. L'homosexuel est faible, efféminé, trop émotif. De cela découle l'évidente incompatibilité de ces deux univers. Voilà comment beaucoup trop de personnes perçoivent maladroitement les choses. Le sport n'a pas de sexualité, il n'est pas plus masculin que féminin. Il véhicule des valeurs universelles comme la tolérance, le respect, l'esprit d'équipe ou encore la solidarité. Il y a donc un énorme travail à faire. Moi aussi, je vais vous faire quelques citations qui sortent du rapport de lutte contre l'homophobie 2019. Il est extrêmement fourni et détaillé. Je vous invite à y jeter un œil. Il est en ligne. Les derniers Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Témoignage du patineur artistique belge Jorik Hendricks, qui a fait son coming out en conférence de presse la veille de son entrée en compétition. Je le fais par honnêteté et ouverture et aussi pour être un exemple et aider les gens, a-t-il déclaré. Le skieur acrobatique Gus Kenworthy, embrassant son compagnon à l'issue de sa prestation. Je ne savais pas que ce moment était filmé, mais je suis content qu'il ait été. Enfant, je n'aurais même pas caressé l'espoir de voir un baiser gay à la télé aux Jeux Olympiques, a confié le champion au quotidien britannique The Guardian. Avant d'ajouter, je pense que la seule façon de vraiment changer la perception, d'éradiquer l'homophobie et de surmonter les obstacles passe par la représentation. À la suite de cette diffusion, il a été accablé par plusieurs réprimandes sur les réseaux sociaux. Notamment, pédale, va mourir du sida. Encore un peu de chance, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Une haine trop souvent facile à exprimer sur les réseaux derrière un clavier. Vous voyez donc l'importance pour la communauté LGBT+, que ces sportifs connus pour leur exploit fassent de façon courageuse leur coming out. Leur portée médiatique et leur notoriété peuvent ainsi sensibiliser bien au-delà de leur cercle amical ou professionnel et servir comme modèle. Car s'il est facile d'être gay sur Énergie 12 dans la 18e saison des Anges à Cancun, cela est beaucoup moins évident de l'être quand on est attaquant de l'équipe football du club de Manduel. Il faut donc encore et encore sensibiliser les populations aux questions LGBT+, éduquer notre jeunesse qui sera la société de demain pour qu'elle soit inclusive, accompagner les personnes fragilisées du fait de leur orientation sexuelle, sanctionner ceux et celles qui sont porteurs d'une parole discriminante et haineuse. Deux rappels, un premier historique, rapide. 1981, la France retire l'homosexualité des maladies mentales. 1982, la France supprime toute pénalisation de l'homosexualité impliquant des personnes de plus de 15 ans, l'âge de la majorité sexuelle. 1999, adoption du Pacs.
2001, première reconnaissance d'une famille homoparentale par la justice. 2013, adoption du mariage pour toutes et pour tous. 2016, les homosexuels sont autorisés à donner leur sang, mais avec un délai d'abstinence de 1 an. Un pas en avant, 2 en arrière. Et aujourd'hui, la PMA est au programme. Un rappel juridique, il a été fait succinctement. Une agression à caractère homophobe est passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les peines maximales pour injure homophobe sont de 6 mois d'emprisonnement et 22 500 € d'amende. Quelques chiffres tirés de rapports de l'association SOS Homophobie qui a reçu en 2018 1905 témoignages, dont 1634 actes LGBT-phobes, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année 2017. Pour rappel, en 2017, l'augmentation était de 4,8% et en 2016, 19,5%. Le plus alarmant est une hausse des agressions physiques, plus 66% en 2017, de 2017 à 2018, se traduisant par des coups et blessures. Et encore aujourd'hui dans le monde, 74 pays pénalisent et criminalisent l'homosexualité. Donc voilà une carte du monde dans lequel nous évoluons et Chemin des Cimes évolue. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'association, qui est une association de loi de 1901, a été créée, il y a maintenant 18 ans. Elle est née d'une volonté d'une bande de copains qui voulaient faire du sport et qui ne se reconnaissaient pas dans les structures sportives existantes. Et donc ils ont créé l'association Chemin des Cimes. Aujourd'hui, 18 ans après, nous sommes 370 adhérentes et adhérents de tous horizons, tous âges, tous sexes, toute orientation. Pour reprendre un slogan bien connu, chez nous, venez comme vous êtes. Nous avons 10 activités sportives et culturelles. Badminton, chorale, course à pied, danse, football féminin, jeux de rôle et de société, natation, randonnée, squash, théâtre, volleyball, yoga. Vous le voyez, nous aussi, nous sommes multiples. Et nous organisons et participons à des actions militantes pour l'inclusion des personnes LGBT dans notre société et notamment dans le sport. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes adhérents de la Fédération française de randonnée pédestre, de la Fédération française de badminton ou encore de la Fédération sportive gymnique travailliste. Nous ne restons pas entre nous comme souvent on nous le reproche. Nous participons à des compétitions fédérales sans nous cacher et nous les gagnons parfois. Nous aidons par exemple la Fédération française de randonnée au balisage des sentiers dans le département. Nous interpellons les pouvoirs publics locaux sur les droits des personnes LGBT+. C'est ainsi que le centre de dépistage Cégide déménagera cet été pour de nouveaux locaux plus grands, plus modernes dans le centre-ville de Montpellier. Nous avons récemment fait un don de 1 000 € à l'association Envie, qui vient en aide aux personnes atteintes du VIH. Nous avons fait le don d'un rétroprojecteur à l'association SOS Homophobie, qui tient une ligne d'écoute pour les personnes victimes de violences et injures homophobes, et qui intervient en milieu scolaire pour faire de la sensibilisation aux questions LGBT+. Plus que Chemin des Cimes, ou que l'association des parents gays et lesbiens, beaucoup d'autres associations font le même travail et dans d'autres domaines. Je citerai les associations ABC Trajectoire et l'Autre Cercle, qui fédèrent et accompagnent les acteurs du monde professionnel pour déployer une politique volontariste de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans les entreprises et les administrations. Je citerai l'association Contact qui vient en aide aux familles et amis pour comprendre et accepter l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de leurs proches. Je citerai enfin l'association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes majeurs victimes d'homophobie ou de transphobie en proposant un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical et psychologique et juridique. Et tant d'autres sur le territoire pour d'autres domaines. Si la tâche est immense, notre motivation et notre détermination n'est que plus grande. Si nous sommes regroupés, c'est que l'union fait la force. Si nous parlons aujourd'hui devant vous, c'est que nous vivons dans le même monde.
Nous sommes comme vous. Bonsoir, je m'appelle Stéphane, j'ai 44 ans, je suis né à Montpellier, je suis célibataire et sans enfant, mais j'ai un chat. J'ai une sœur de 48 ans, des parents que j'aime. J'ai fait des études d'expertise comptable, j'ai détesté. Je suis en reconversion professionnelle, peut-être pourquoi. Je pratique du badminton, du volley, du yoga. J'aime notamment la photo, la danse. J'aime les soirées pizza, bière avec quelques amis. Et je suis heureux d'être devant vous ce soir. Merci beaucoup. Parfait. Merci infiniment. Des questions? Je suis sûre que vous en avez plein là. Merci pour votre intervention. Alors vous avez parlé, et puis ça a été évoqué rapidement au début de la conférence par d'autres personnes, d'inclusion. Et je voulais savoir, parce que ce terme est souvent utilisé, mais de manière imprécise. C'est-à-dire qu'inclusion, finalement, c'est être sympa, c'est accueillir les gens, c'est être démocratique. Et je voudrais savoir votre opinion et comment vous définiriez précisément le terme d'inclusion. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, comment vous pensez qu'on peut agir en faveur de l'inclusion? Qu'est-ce que c'est qu'être inclusif? Merci. Merci pour ta question. Alors c'est un vaste sujet, l'inclusion. Mais c'est un terme qui est assez récent en fait. Pour faire le lien, en fait, je partirais d'un mot qui était la tolérance. Avant, on nous tolérait. Moi, personnellement, je n'aime pas ce mot-là. Tolérer, c'est un peu minorer en fait la présence de l'autre. Donc l'inclusion, c'est vraiment se faire sentir qu'on est tous ensemble et que la différence est mise de côté. Donc le terme d'inclusion pour moi est le plus fort et le plus parlant. Comment on peut œuvrer pour ça? Il suffit juste de se regarder les uns les autres et de ne pas voir de suite tout un tas de cases. On a parlé beaucoup de cases tout à l'heure. Et d'avoir un espèce de spectrogramme de la personne avec sa taille, son poids, son âge, son sexe, sa religion, son attirance sexuelle. Donc l'inclusion, c'est de voir la personne comme elle est, juste devant nous, comme une personne entière et non pas la résumer à juste un tas d'inventaires, de catégories. Donc c'est ça l'inclusion. C'est juste apprécier les personnes que l'on a autour de nous sans pour autant la rapporter et la ramener obligatoirement par toutes ces cases qui sont cochées et que la société veut nous faire cocher. Moi, j'ai une petite question sur l'association. Oui. Vous êtes situé à Montpellier. Montpellier qui est une ville plus tolérante, clairement. Est-ce que vous imaginez possible de déployer cette association sur une ville comme Nîmes? La faisabilité, notamment nous, avec le déploiement de notre filière STAPS, on a, je pense, plein de jeunes qui sont potentiellement intéressés. Est-ce que vous l'avez déjà fait dans d'autres villes? Alors uniquement s'ils gagnent des coupes, sinon ça ne marchera pas. On va les entraîner un petit peu pour ça, mais... Non, plus sérieusement, bien sûr qu'en fait, on a une volonté. Alors, on n'est pas une entreprise, on n'est pas là pour croître. Quand je dis on est 370, je me réjouis à dire on est 370, c'est super, mais on n'a pas cherché à être 370. Ça veut dire que les personnes ont besoin de se regrouper, ont envie de se regrouper. Pour la petite histoire et pour rapprocher de Nîmes, samedi, il y avait la galette officielle de l'association avec la présentation des vœux et j'ai été approché par 4 nouveaux adhérents qui se sont inscrits à l'association et qui venaient de Nîmes et que c'était leur tout premier rendez-vous. Ils n'avaient pas encore fait de randonnée auprès de l'association. Ils étaient ravis d'être avec nous sur Montpellier et donc vous voyez, les gens viennent de loin pour se regrouper. Donc bien sûr que s'il y a un besoin et si des personnes sont motivées à créer quelque chose à Nîmes, on les soutiendra, on apportera notre expérience et c'est tant mieux. Je parle de Nîmes, mais il y a aussi Béziers, la ville de Béziers qui en a énormément besoin. Des groupes informels se sont créés et donc on peut soutenir cela. Sachez que l'association Chemin des Cimes n'est pas unique. Il existe des associations LGBT sportives dans toute la France qui sont regroupées à une fédération nationale, qui est la Fédération sportive gay et lesbienne, la FSGL, qui est donc une instance représentée à Paris et qui aussi discute et défend nos droits auprès des ministères des Sports. Donc vous voyez, on est relativement bien organisé. Plus de questions. Pour une fois, on va finir à l'heure.
Je tiens juste à vous rappeler que toute la session a été enregistrée et qu'elle sera disponible d'ici 2 semaines sur la chaîne YouTube de l'université. Vous le savez, peut-être pas, il y a une chaîne YouTube de l'université de Nîmes où il y a déjà toutes les sessions précédentes, les conférences précédentes, si vous les avez ratées, que vous pouvez revisionner et écouter avec donc le diaporama et nos commentaires derrière. Je vous demande juste d'applaudir une dernière fois tous les intervenants de la soirée. Merci pour les témoignages, notamment des personnes de l'extérieur qui viennent de façon bénévole et toujours avec beaucoup d'amitié, d'énergie, et j'espère qu'ils vous ont permis d'évoluer ce soir. Merci à tous, bon appétit. Ah, hop, 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 la conférence suivante. Excusez-moi. 31 mars, 18h, toujours le mardi, troubles psychiques et insertion sociale.